Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle conférence, la Chine des Tang, donc avec Laetitia qui sera notre conférencière du jour et Vanessa que vous avez ici, qui est notre productrice Japon et Chine. Entre autres. Bonjour à tous. Bonjour et à toutes. Et à toutes. On va attendre que tout le monde arrive une petite minute et puis on commencera avec cette magnifique conférence et ces beaux voyages présentés aujourd'hui. Bonjour à tous. Oui. On a pas mal de monde aujourd'hui. C'est bien. On le voit dans le chat. Bonjour à tous. Il y a du monde qui vient d'un peu partout. Des cafés de la Sens. Ouais. On a des passionnés de Japon et de Chine aujourd'hui. Et ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer, que tout le monde va arriver de toute façon un petit peu dans les temps. Donc Laetitia, je te laisse te présenter. Merci Estelle. Alors bonjour à tous encore. Donc je m'appelle Laetitia Chive et comme vous voyez à l'écran, je possède une double culture, on peut dire franco-chinoise, c'est-à-dire que je suis née, j'ai grandi en France, mais depuis mon enfance, donc à travers ma famille essentiellement, j'ai été baignée dans la culture chinoise et j'ai voyagé très très fréquemment en Chine depuis que je suis toute petite. Et par ailleurs, donc j'ai étudié et j'ai également vécu plusieurs années en Chine, donc 6 ans en tout. Et j'ai également donc réalisé un doctorat en études chinoises, donc à l'école pratique des hautes études pour ceux qui connaissent. Et donc ma participation aujourd'hui consiste à vous partager ma passion pour la Chine, pour sa culture et pour son histoire. Bienvenue à tous. Merci Laetitia. Vanessa, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous encore une fois et à toutes. Donc moi je suis Vanessa, je suis chef de produit chez Internet et je m'occupe notamment de la destination de Chine. Voilà. Donc je vais juste prendre 5 minutes de votre temps pour présenter rapidement tous nos circuits sur cette destination. Et ensuite, je repasserai la parole à Laetitia pour qu'elle vous parle en fait notamment de la Chine des Tang plus spécifiquement, en vue peut-être de la préparation de l'exposition qui a lieu actuellement au musée Guimet. Voilà. Donc, alors très rapidement, on a d'abord un premier circuit qui s'appelle le Grand Circuit Connaissance de la Chine. Donc, c'est vraiment un circuit complet qui dure 19 jours. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir l'itinéraire sur la carte, il se concentre quand même sur Pékin, Xi'an et Shanghai, mais vous irez aussi également un peu dans le centre de la Chine, vers Kaifeng, Luoyang, un passage de Shaolin aussi, voilà. Donc c'est un circuit qui est vraiment idéal pour une découverte approfondie en fait des sites majeurs quand même de la Chine. Même si on ne peut pas faire un voyage en 19 jours pour connaître complètement la Chine, mais ça s'approche quand même. C'est une bonne première approche en tout cas. C'est plutôt approfondi. Ensuite, nous avons un circuit qui est plus condensé. C'est vraiment un circuit où ça s'appelle c'est plutôt un circuit pour avoir une première découverte de la Chine peut-être. Donc c'est principalement Pékin, Xi'an et Shanghai. Après il y a des petites visites un peu confidentielles. À côté de Pékin, vous avez la ville lacustre de Hubei, voilà. Et puis vous avez des petits ateliers, notamment un atelier, une initiation à la calligraphie, un cours de tai chi aussi, voilà. Donc là, c'est vraiment c'est un circuit très court de 12 jours quand même, mais c'est vraiment pour faire soit une première découverte de la Chine ou un retour après justement le fait de ne pas être allé en Chine après le Covid, depuis 3 ans au moins, voilà. Ensuite, on a un voyage au Tibet et sur le haut plateau tibétain, donc voilà. Donc il y a un départ, et notamment le plus de ce voyage, c'est que vous passerez toute une journée et une nuit quasiment à bord du train du ciel, le plus haut train au monde. Donc voilà, et puis vous visiterez notamment les sites spirituels tibétains, voilà, les sites majeurs spirituels tibétains. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ensuite, on a un voyage aussi sur une autre zone, 2 régions de Chine, sur la route de la soie. Et notamment, cet itinéraire
passe par la partie nord en fait du Taklamakan. Voilà, donc vous irez aussi à Kashgar, qui est célèbre pour son marché. Donc vous ferez une incursion et dans le désert de Gobi et une partie donc, du Taklamakan. Pardon. Mais le micro. Et je le mets? Oui. Ah, d'accord, pardon. Ensuite, dans un autre voyage, ça sera dans le Yunnan. Alors là, c'est un voyage par contre qui est, en fait, on a une gamme de voyages qui est accompagnée par un guide national francophone du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conférencier. Donc c'est la gamme Orient. Et donc on a ce circuit-là qui va dans le Yunnan. Donc notamment la particularité quand même de ce voyage, c'est la zone en fait de Dongchuan avec les terres rouges. C'est assez, c'est un petit peu plus confidentiel. Vous allez bien sûr à Shangri-La. Le Yunnan, ça permet aussi d'aller, à rencontrer quand même différentes ethnies, en fait des minorités surtout, donc du Yunnan. Donc ça permet une découverte de la Chine peut-être un peu plus hors des sentiers battus que les précédents voyages. Enfin, on a un petit circuit, c'est plus un séjour en fait, donc que à Pékin et ses alentours, au moment de l'automne pour découvrir en fait, flâner à Pékin et ses environs avec les magnifiques couleurs de l'automne, donc l'or, le rouge, etc. Et pour terminer l'année, on propose également un nouvel an à Shanghai, voilà, pour terminer, l'année en beauté, on espère. Et voilà, et puis on a quelques petites nouveautés pour 2026. On aura une Chine en famille, un circuit plutôt haut de gamme premium. On aura une Chine sur les philosophes et notamment en septembre, ça sera plutôt en septembre pour l'anniversaire de Confucius. Et un circuit également sur l'art des jardins. Voilà, parce que c'est forcément la Chine et les jardins, c'est exactement. C'est un petit peu lié. Donc voilà. Et ensuite, on propose le 3 février une visite de l'exposition. Donc voilà, la Chine, sur la Chine des Tang, accompagnée, alors pas par Laetitia, malheureusement, mais par une autre de nos conférencières qui aussi très très bien, donc qui s'appelle Constance Barrault. Et donc il reste encore, je crois, c'est ça Estelle, quelques places. Il reste donc quelques places, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse maintenant avec Laetitia pour la présentation justement de cette exposition. Voilà. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Vanessa. Alors, donc le but de cette petite conférence est de vous introduire à la civilisation de la Chine des Tang. Donc j'imagine que parmi vous, vous êtes nombreux, il y a des personnes qui en connaissent un peu, voire beaucoup sur le sujet, ou qui ont également connaissance peut-être de la civilisation japonaise, qui a été en l'occurrence très très influencée, très très marquée par la culture des Tang. Donc de ce point de vue, du point de vue de la Chine même, de son histoire, mais aussi bien du point de vue international, connaître la Chine des Tang représente à mon sens quelque chose d'assez, ça devrait vraiment faire partie de la culture générale que nous devrions tous avoir, car l'influence de cette période de l'histoire chinoise est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, je vais vous donner un aperçu général de cette période de l'histoire et, je l'espère, donc ça pourra constituer une bonne introduction pour votre visite, donc le 3 février, avec Constance Barrault, donc de l'exposition au musée Guimet. Donc, pardon, je suis un peu en avance. Alors en fait, donc on a mis, donc j'ai mis plutôt sur le PowerPoint la Chine des Tang, 7e, 10e siècle de notre ère, évidemment. Donc pour ceux qui aiment les dates exactes, il s'agit de l'an 618 jusqu'à l'an 907 de notre ère, donc une dynastie longue dans l'histoire chinoise, pas la plus longue, mais l'une des plus longues, de près de 3 siècles. Et en fait, ce qui est particulier avec la Chine, avec la dynastie Tang, c'est que elle suit une longue période de division. Donc avant cela, la Chine a été divisée pendant près de 400 ans, donc à partir du 3e siècle de notre ère jusqu'à la fin du 6e siècle.
Ensuite, elle a été réunifiée sous l'égide d'une dynastie, donc la dynastie Sui, S-U-I, pour ceux qui veulent le noter par hasard. Mais cette dynastie Sui, en fait, a régné très peu de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle moins, qu'on la connaît généralement moins, et on la connaît moins donc parce qu'elle a été donc rapidement remplacée par la dynastie Tang. Donc évidemment, quand je parle de la Chine des Tang, cela signifie la Chine à l'époque de la dynastie Tang. Parce que l'histoire chinoise donc est une longue succession de dynasties, du moins l'histoire de la Chine impériale qui a duré des alentours de l'an 200 avant notre ère jusqu'à l'aube du XXe siècle. Donc il y a peu de temps au final. Et donc ce qu'il faut savoir avec cette dynastie Tang, c'est que les souverains de cette dynastie ont pacifié et organisé l'administration d'un immense territoire, donc que vous apercevez sur cette carte, qui s'étendait de l'Asie centrale à l'océan Pacifique. Donc bon, je vous laisserai revoir dans le détail cette carte, mais bon, vous devinez que là, en rouge, vous avez la Chine, pourrait-on dire, historique, bon, pas complètement historique, parce qu'il y a notamment les territoires du Sud qui ont été conquis, en fait, au fil des siècles, mais donc les souverains Tang ont hérité de cette région qui correspond grosso modo à la partie orientale de la Chine actuelle. Et ensuite, donc vous le voyez, au nord, un peu au nord-est également, j'espère que vous voyez ma flèche, et également donc vers l'ouest, donc on se dirige vers l'Asie centrale. Il s'agit de territoires qui étaient donc, on peut dire, sous protectorat du pouvoir Tang. Donc plus ou moins contrôlés par les souverains. Donc plus ou moins, je dis bien parce que vous pouvez deviner que ça a dépendu des périodes, des pouvoirs locaux et de leurs relations avec les souverains chinois. Donc là, c'est pour vous donner déjà quelques repères d'ordre géographique et chronologique. Et bon, s'il faut résumer en une phrase cette période de la dynastie Tang, elle est synonyme de prospérité économique et matérielle, de rayonnement culturel et artistique, c'est ce que vous allez voir lors de l'exposition, mais également d'ouverture sur le monde. Et donc, elle représente, à ce titre, donc aussi bien pour les historiens, les Chinois de manière générale, que pour les chercheurs étrangers, elle représente donc l'âge d'or de la Chine classique. Donc, c'est un âge d'or. Je continue. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'ouverture sur le monde. Et donc, selon moi, c'est vraiment la première chose qu'il faut savoir à propos de la dynastie Tang, c'est qu'en fait, cette dynastie a régné sur un très vaste empire, vous venez de le voir avec la carte précédente, qui était donc directement et indirectement connecté au reste du monde. Et donc, vous pouvez le savoir, je pense bien que vous le savez, donc l'empire des Tang était avant tout connecté au reste du monde par l'intermédiaire de la route de la soie. Donc, je vais revenir très rapidement sur la route de la soie. Je vous montre juste la carte que je vous ai mise ici. Donc, peut-être je reviens 2 secondes sur cette carte. Donc, vous voyez que l'empire des Tang a repoussé, donc en fait, les frontières chinoises comme de manière, enfin, c'est un phénomène sans précédent. Une grande dynastie, la dynastie Han, que vous connaissez peut-être de nom, qui avait eu le pouvoir quelques siècles auparavant, avait déjà repoussé les frontières de l'empire chinois vers l'ouest, vers le nord-ouest, mais les Tang vont aller encore plus loin. Et donc, ils vont notamment explorer davantage, développer davantage les routes de la soie, donc grâce à leur pénétration en Asie centrale, voire même au-delà. Donc la culture des Tang, c'est ça qu'il faut comprendre, s'est développée dans un contexte très international. Et donc cette culture des Tang qui fait office en Chine comme à l'étranger, je l'ai dit, d'archétype de la culture chinoise, est en fait, paradoxalement, mais bon, oui, ça constitue un paradoxe, né d'un brassage culturel sans précédent. Donc un brassage culturel, en fait, qui a été directement nourri par les échanges tout au long de la route de la soie.
Donc là, je commente rapidement cette carte. Donc le titre est en anglais, pardonnez-moi. Donc il s'agit des routes de commerce international à l'époque des Tang. Et donc, j'espère que vous avez un écran qui vous permet de voir que là, tout à l'est, nous avons Chang'an. Donc Chang'an, je vais en reparler, c'est la capitale des Tang, qui correspond à l'actuelle ville de Xi'an que certains d'entre vous doivent connaître. Et donc, Chang'an, la capitale des Tang, constitue le point de départ et le point d'arrivée de la route de la soie. Donc en fait, on parle de route de la soie, c'est un terme en fait qui est hérité des géographes allemands du 19e siècle. Donc ce n'est pas un terme chinois à l'origine, hein. C'est un terme qui a été inventé par des géographes allemands, mais dont on hérite aujourd'hui et qui a même été repris par les Chinois. Mais en fait, il n'est pas complètement exact dans la mesure où il y avait plusieurs routes de la soie. Il n'y avait pas qu'une seule route, il y en avait plusieurs. Donc, il y avait plusieurs routes de la soie, notamment terrestres. Donc là, vous pouvez le voir sur cette carte. Et en fait, il y avait différentes trajectoires qui partaient donc de la capitale chinoise et qui ensuite aboutissaient au nord-ouest de la Chine et qui donc parvenaient jusqu'aux cités de l'Asie centrale. Donc des cités comme Samarcande, que vous connaissez sans doute, ou encore Boukhara pour les plus connues d'entre elles. Et donc, ce qui est intéressant avec ces routes, donc j'utilise le terme au pluriel, de la soie, c'est qu'il s'agissait donc d'axes de communication faits pour les échanges commerciaux, donc pour les biens matériels, évidemment, mais il s'agissait également d'axes de communication qui ont favorisé très fortement les échanges diplomatiques, mais aussi culturels et religieux. Donc voilà ce qu'il faut savoir avec ces routes de la soie terrestre qui, vous le voyez, donc traversaient l'Asie centrale, ensuite traversaient l'Iran, hein, la Perse, l'empire perse sassanide à cette époque, et aboutissaient, vous le voyez, jusqu'à la mer Méditerranée en réalité. Donc on est plus très loin de l'Europe. Et ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que parallèlement à ces routes de la soie terrestre, se sont développées plusieurs routes de la soie maritime. Et ça, c'est un phénomène qui est un peu moins connu et qui a justement attiré beaucoup l'attention des chercheurs ces dernières années, notamment grâce à des découvertes assez importantes. Donc, vous voyez avec ces routes maritimes, donc qui sont en pointillés, que là, bien entendu, on ne part plus directement de la capitale chinoise, mais en fait, on part de la capitale chinoise pour se rendre dans des ports importants de la Chine du Sud, le plus important d'entre eux étant Canton. Vous devez connaître évidemment la ville de Canton, hein, qui est encore l'une des plus grandes villes en Chine à l'heure actuelle. Et à partir de ces ports, donc situés dans le sud de la Chine, eh bien évidemment, de nombreux voyageurs, commerçants, diplomates, ambassadeurs, donc pouvaient partir, donc emprunter ces routes de la soie maritime et évidemment donc dans l'autre sens accueillir des voyageurs étrangers. Et vous voyez donc que ces routes maritimes évidemment traversaient donc l'ensemble de l'Asie du Sud-Est pour passer par le détroit de Malacca ici, donc ce qui correspond à l'actuelle Malaisie. Ensuite, donc ces routes de la soie pouvaient atteindre le continent, l'Asie du Sud, hein, jusqu'au monde Indien. Donc elles passaient le plus souvent, les bateaux passaient par le Sri Lanka, donc et s'arrêtaient dans le sud de l'Inde également. Et ensuite, donc parvenaient donc. Je vous rappelle hein, qu'on est à peu près au 7e, 8e siècle de notre ère, donc c'est quand même assez remarquable pour cette époque. Et les bateaux donc parvenaient à rejoindre la péninsule arabique. Et vous voyez même donc à l'extrême occident du point de vue de la Chine, l'Égypte. Donc voilà la géographie qui a vraiment caractérisé cette dynastie Tang. Et qui a donc évidemment représenté un réseau absolument formidable pour les échanges. Donc, si je reviens maintenant sur les échanges commerciaux, parmi les produits donc qui étaient appréciés par les Chinois de l'époque, on a donc des produits, des denrées des premières, disons, alimentaires, les poires de Samarcande. Donc, Samarcande, vous le voyez ici, c'était une très riche oasis en Asie centrale. Les poires de Samarcande étaient appréciées par les Chinois. Les Chinois appréciaient également donc les dattes et les pistaches
ainsi que les figues qui venaient d'Iran, qui étaient cultivées en Perse. Ils importaient également du ginseng de Corée, parce que donc effectivement on avait encore une route maritime secondaire qui allait de la Chine vers la Corée. Les Chinois importaient également, donc là par la route de la soie maritime, des épices de l'Inde. Donc l'Inde est très réputée pour ses épices, vous le savez, et ils importaient également donc des fruits, notamment des mangues, de l'Asie du Sud-Est. Alors, j'espère qu'on voit bien ma flèche. Je vais peut-être essayer de... Est-ce qu'on peut changer? Non, désolé. Alors, donc je vais peut-être... Mais je n'ai pas bougé ma flèche pendant un temps. C'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas aperçu. Et de l'autre côté, donc évidemment, il s'agit d'échanges commerciaux qu'exportaient les Chinois. Alors les Chinois à cette époque, en fait, avaient déjà un artisanat extrêmement développé. Donc ils exportaient le plus souvent, non pas des denrées premières, ils en exportaient bien sûr, mais ils exportaient avant tout des pièces travaillées, donc des pièces artisanales qui étaient donc produites dans de grands ateliers en Chine et des ateliers en fait qui étaient spécifiquement destinés à l'exportation. Et donc, on a énormément de vestiges de cette époque. Et là, je vous ai mis donc à l'écran des pièces donc d'artisanat chinois retrouvées dans l'épave de Belitung, donc qu'on appelle également l'épave Tang, qui a été découverte donc relativement récemment, il y a moins de 30 ans, oui, en 1998, donc en Indonésie, au large de l'île de Belitung, donc d'où le nom de l'épave. Et donc cette épave, en fait, elle représente la découverte de cette épave est remarquable. Donc il s'agit à la base d'un bateau commerçant arabe et qui donc a échoué au large de cette île en Indonésie après être parti, donc après avoir quitté le sud de la Chine. Donc, quand on a retrouvé cette épave, en fait, on a retrouvé des centaines, en fait, plutôt même des milliers de pièces chinoises qui ne sont jamais arrivées à bon port. C'est le cas de le dire. Donc, vous voyez qu'il y a des pièces d'une très grande, des pièces d'orfèvrerie, évidemment. C'est ce que vous voyez ici en haut à gauche. On a également des céramiques qui sont peintes, et on a également retrouvé, donc là il s'agit d'une pièce de monnaie de l'époque des Tang, et là on a également encore une autre pièce d'orfèvrerie en argent, et vous pouvez le voir que en fait les pièces chinoises qui étaient fabriquées, donc qui étaient destinées à l'exportation à cette époque-là, répondaient à des goûts étrangers. En fait, il ne s'agissait pas des pièces qu'on retrouvait le plus souvent sur le marché, pour le marché interne, comme on dit, mais il s'agissait de pièces qui étaient produites donc dans le style des arts, donc des arts iraniens, des arts du Moyen-Orient, comme vous pouvez donc l'apercevoir avec ces motifs ici floraux, très 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 incurvés, et dont qui parviendront même, qui vont aussi influencer les goûts en Europe quelques siècles plus tard. Donc voilà un aperçu donc des échanges commerciaux matériels qui avaient cours sur ces routes de la soie. Et en fait, je vous ai dit donc que les échanges n'ont pas été uniquement que commerciaux, ils ont également été culturels et religieux. Et donc ça, c'est vraiment un aspect très important de cette culture des Tang, parce que la Chine était connectée à cette époque-là au reste du monde, et c'est à cette époque-là donc qu'elle a accueilli de nombreuses représentants plutôt de confessions étrangères, et qu'en retour, elle a également donc envoyé, donc par l'intermédiaire de missions, des Chinois donc à l'étranger, afin donc de réunir des connaissances sur les cultures, les civilisations et les religions étrangères. Et donc là, j'ai choisi un seul exemple, mais un exemple malgré tout très très connu. Il s'agit donc du long voyage, ou plutôt même du long périple du moine Xuanzang, dont vous avez les dates ici, donc première moitié du 7e siècle de notre ère, qui est parti, en fait, qui a accompli un très très long périple, pendant un long périple qui a duré, si je ne me trompe pas, pendant 16 ans, pardon. Il est parti donc de la capitale, donc l'actuelle Xi'an. Il a emprunté, donc il s'agit de la route que vous voyez en couleur bleue
ici, sur votre écran, il a emprunté la route de la soie, donc il a emprunté exactement la même route que les commerçants. Il a traversé donc les cités, les oasis pour la plupart d'entre elles d'Asie centrale, et vous le voyez, donc j'espère que vous le voyez du moins, il a traversé en fait, et c'est incroyable d'accomplir un tel voyage pour cette époque, il a traversé quasiment toute l'Inde à lui tout seul à cette époque. Donc c'est la ligne qui est en bleu ici, donc vous le voyez, il est parti donc il est arrivé par le nord-ouest, il s'est rendu tout à l'est, il est arrivé jusqu'au sud de l'Inde, et ensuite il est reparti, donc il a contourné, il a longé toute la partie occidentale de l'Inde. Et donc le but de son voyage, vous l'avez deviné, c'était un moine. Il a voulu en fait partir, retrouver les origines des textes sacrés bouddhiques, donc les textes du canon bouddhique. Donc on sait, les sources historiques chinoises nous rapportent que sa mission a réussi. En plus, il a réussi donc à revenir à la capitale 16 ans plus tard. Il n'avait peut-être pas prévu un voyage aussi long. Et il a rapporté énormément d'écrits en Chine qu'il s'est occupé de traduire, parce qu'évidemment, il avait appris le sanskrit et encore d'autres langues qui étaient parlées dans ces régions. Il était entouré, bien sûr. Il n'a pas accompli ce travail de traduction à lui tout seul. Et en plus de ça, donc il est très connu pour avoir été l'auteur donc c'est un titre chinois que je traduis, l'auteur du mémoire sur les contrées occidentales à l'époque des Tang. Donc il a laissé un mémoire donc sur son immense voyage, et qui, en fait, ce mémoire sert encore de source historique très importante pour les historiens à l'heure actuelle, car il réunit donc une multitude d'informations sur les contrées d'Asie centrale, les cités oasis très prospères de ces régions, et sur l'Inde, évidemment, de cette époque. Donc voilà un aperçu du réseau, en fait, des connexions entre l'Empire des Tang et les contrées étrangères. Toujours dans le même thème, enfin dans la même perspective, ce qu'il faut savoir sur la culture des Tang, c'est que donc l'Empire des Tang, plutôt, cet empire a été un empire très cosmopolite. Il est connu pour cela. Donc, contrairement à un certain préjugé, une préconception du moins qu'on peut avoir, la Chine a eu des périodes de fermeture, mais elle a également eu des périodes d'ouverture intense envers l'étranger, et à ce titre, donc, la Chine des Tang est tout à fait exemplaire. Donc, on sait que des milliers d'étrangers vivaient dans différentes villes de la Chine, donc dans la capitale, mais pas seulement, également dans d'autres villes. Et donc, parmi ces étrangers étaient représentées les communautés perses, iraniennes, arabes également, les indiennes, malais, singalais, également les Khmers, donc les ancêtres des Cambodgiens actuels, les Cham, une ethnie qu'on retrouve encore en Asie du Sud-Est, au Cambodge et au Vietnam. On sait également qu'il y avait des communautés juives qui étaient arrivées en Chine à cette époque. Donc la Chine était vraiment extrêmement cosmopolite. Donc vous pouvez vous imaginer dans cette ville, dans une grande ville en Chine à l'époque, il n'était pas du tout, rare de croiser un visage étranger. Et donc d'après les sources historiques, toujours, la capitale, Chang'an, aurait compté à elle seule environ 25 000 étrangers. Donc environ 25 000 étrangers pour plus d'1 million d'habitants. Donc vous me direz, par rapport à des villes comme des grandes villes, des grandes capitales actuelles, ce n'est pas beaucoup, mais encore une fois, imaginez ce que ça pouvait représenter pour cette époque. Et donc ce que je vous ai mis à l'écran, là, ce sont quelques images représentatives de la manière de représenter, ou plutôt de se représenter, les étrangers à cette époque, donc pour les Chinois. Donc là, il s'agit uniquement de pièces qui ont été produites en Chine. Et donc la plupart d'entre elles, en fait, notamment donc celle tout à gauche, celle-ci avec donc l'homme sur son chameau, et celle-là donc tout en bas, l'homme qui est à moitié masqué, représentent des Sogdiens. Donc les Sogdiens sont un peuple iranien originaire de Sogdiane, donc une confédération de cités situées dans les actuelles républiques d'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Je reviens très rapidement sur la carte pour vous montrer
la Sogdiane, c'est peut-être ici qu'on la voit mieux. Oui, donc on est à peu près donc dans cette région. Vous le voyez, donc Sogdiana écrit en anglais. Donc on est dans cette région. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous ai mis autant de représentations de Sogdiane? C'est parce qu'on en trouve beaucoup dans l'art chinois de cette époque. Et ceci s'explique du fait que la communauté sogdienne était extrêmement importante en Chine à cette époque. Donc il s'agit d'un grand peuple commerçant. Donc, un grand peuple commerçant qui a joué un rôle essentiel dans la transmission des savoirs, des philosophies et des religions entre la Chine et les contrées d'Asie centrale. Et ensuite, à droite, ici, je vous ai mis la représentation d'un personnage qui est a priori une personne d'origine turque. Et qui donc vous le voyez, il est en habit militaire. Ah oui, désolé. Donc vous ne voyez pas ma flèche. Mais écoutez, j'en suis navrée. Je vais essayer d'être le plus clair possible en précisant bien de quelle image je parle. Donc là, je parle de l'image la plus à droite. Donc l'homme en habit militaire. Il s'agit probablement d'un Turc, donc qui avait des fonctions militaires. Et on sait également que dans la Chine, à cette période en Chine, de nombreux hommes dans l'armée, donc notamment les cavaliers, étaient d'origine turque. Et tout en haut, donc l'homme qui tient une espèce de gourde, donc bon, on ne sait pas trop quelle ethnie il est censé, à quelle ethnie il est censé appartenir. D'après les traits, il s'agit peut-être d'un Sogdien, mais bon, ce n'est pas absolument sûr. Donc la Chine était, donc vous l'avez bien compris, un empire cosmopolite. Et c'était en fait, et c'est ce qui est entendu par le mot d'empire, il s'agissait également d'un empire multinational, pas international, multinational. C'est-à-dire que de nombreuses ethnies qui n'étaient pas chinoises au sens de donc l'ethnie, en fait les ancêtres de la majorité de la population chinoise actuelle, donc de nombreuses ethnies donc minoritaires étaient intégrées dans l'Empire, suite évidemment aux conquêtes des premiers souverains de cette dynastie. Donc, je reviens très rapidement sur ma première carte. Donc, c'est notamment donc, dans les régions du sud et au sud-ouest. Donc, Vanessa vous a parlé du Yunnan tout à l'heure. Donc, dans ces régions-là, en fait, on a toujours eu des ethnies minoritaires assez importantes. Et vous voyez bien que à cette époque des Tang, donc, elles étaient complètement, elles étaient intégrées dans l'Empire. Elles avaient encore leur propre chef, mais leur propre chef, en fait, était intégré dans l'administration impériale des Tang. Ensuite, un dernier point qu'il faut savoir, donc je vous ai montré là des exemples de représentation d'étrangers qui étaient commerçants, cavaliers, etc. Mais on sait également qu'il y a eu des étrangers qui ont pu occuper de hauts postes au sein de l'administration des Tang. Donc, il y en aurait eu, d'après les sources, toujours, plusieurs dizaines. Donc, plusieurs dizaines personnes, individus d'origine étrangère, donc non chinoise, entre guillemets, auraient occupé des postes de conseillers pour les souverains Tang. Donc, vous l'avez bien compris, les souverains Tang régnaient sur un immense empire cosmopolite. Ils se percevaient, bien entendu, au centre de cet empire, mais un empire qu'ils reconnaissaient, qu'ils savaient être extrêmement divers, extrêmement cosmopolite. Et on a des représentations très intéressantes dans l'art de cette époque. Je vous ai mis un exemple ici. Donc, il s'agit en fait d'une peinture qui est tout en longueur à la base, mais que j'ai découpée en deux pour pouvoir rentrer dans le cadre de l'écran. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a représenté sur cette peinture des représentants d'ambassades, donc des ambassadeurs qui se rendent à la cour des Tang, donc pour prêter allégeance à l'empereur et pour porter tribut. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le voyez donc que en fait chaque ambassadeur est représenté de manière très individualisée. C'est ça qui est intéressant. Ils n'ont pas exactement les mêmes traits, ils n'ont pas évidemment les mêmes costumes. Donc c'est vraiment le type de représentation qui est assez formidable pour les historiens et pas seulement parce que ça permet vraiment de savoir comment étaient représentés, comment étaient perçus donc les représentants
des peuples étrangers à cette époque. Et donc tout ceci a créé une atmosphère, je dirais, assez particulière dans la Chine des Tang. Et en fait, les sources également nous rapportent que les Chinois de cette époque, du moins l'élite, hein, évidemment, vous pouvez l'imaginer, avaient un goût assez prononcé, nous disent les sources, donc pour tout ce qui était étranger. Donc on sait que les chansons, les danses notamment, ou encore les musiques en provenance de l'Asie centrale avaient beaucoup de succès à la cour. Et cette atmosphère cosmopolite, cette ouverture sur le monde, s'est traduite encore d'une autre manière, donc au-delà des échanges culturelle, elle s'est traduite par une ouverture des Chinois à cette époque pour les religions, pour les gnoses étrangères. Et c'est notamment à l'époque des Tang que le christianisme, donc sous sa forme orientale, est arrivé en Chine. Et de ce point de vue-là, je vous ai sélectionné ici une petite, elle n'est pas du tout petite, une grande pièce. Donc il s'agit de la stèle nestorienne de Xi'an, donc qu'on a retrouvée par chance, par une chance assez incroyable parce qu'elle avait été enfouie sous terre et perdue pendant des siècles. Donc la stèle nestorienne de Xi'an qui a été, vous le voyez, érigée en 781 et qui représente en fait une pièce complète incroyable parce qu'en fait elle nous décrit les 150 premières années de l'histoire du christianisme oriental en Chine. Donc on a une inscription, je ne vous ai pas mis le détail, qui est en chinois essentiellement, mais on a également des passages en syriaque qui nous décrivent donc l'arrivée, la pénétration du christianisme en Chine à cette époque. Et qui ne s'est pas du tout arrêté au 8e siècle, qui a connu des hauts et des bas, mais qui a continué à perdurer au long des siècles. Donc, je vous ai donné un exemple avec le christianisme aussi, mais parmi les autres religions qui ont été qui sont arrivées en Chine à cette époque, il y a évidemment de grandes religions iraniennes, notamment le zoroastrisme, qui est une religion, vous le savez, très très ancienne. Il y a également le mastéisme ou encore le manichéisme, donc des religions iraniennes qui sont notamment arrivées par l'intermédiaire des Sogdiens dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, cette histoire, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est important d'en avoir conscience, je pense, ne s'est pas arrêtée simplement avec la dynastie Tang. Et par exemple, je peux vous dire que le manichéisme a été encore attesté, existait encore en Chine au 19e siècle. Donc, vous voyez que c'est vraiment une très très longue période et comme je l'ai dit en introduction, donc l'influence de la culture des Tang est allée bien au-delà de la période durant laquelle ils ont régné. Je passe ensuite à un autre aspect de ma présentation, mais qui est en rapport avec ce que je viens de présenter. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'empire des Tang est synonyme de prospérité. Donc, pour vous donner quelques chiffres, parce que je pense que c'est toujours bien pour se faire une idée générale. Donc, un empire prospère, un empire peuplé, très peuplé, à l'échelle mondiale pour son époque. Donc, d'après les traces de recensement qu'on a pour cette époque, il y aurait eu environ 50 millions d'habitants en Chine en l'an 609, donc à la veille de la dynastie Tang. Et 150 ans plus tard, vers l'an 750, la Chine aurait compté entre 50 et 75 millions d'habitants. Donc là, vous voyez, on est sur un chiffre beaucoup plus approximatif, mais quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on est à peu près à l'équivalent de la population française actuelle. Toujours pour l'époque, c'est assez impressionnant. Donc, je vous l'ai dit, les empereurs Tang régnaient donc de leur capitale, Chang'an, dont je vous ai mis un plan reconstitué donc par les spécialistes archéologues et autres aujourd'hui ici à gauche. Donc c'est le plan que vous voyez à gauche. Donc il s'agit d'un plan de cité, de capitale chinoise très classique. Donc on est dans une forme plutôt carrée ou rectangulaire, rectangulaire avec le côté de la longueur à la verticale, avec une ouverture, une porte principale par le sud. Donc ça, c'est vraiment une constante dans les capitales chinoises. Pour ceux qui connaissent Pékin, vous voyez évidemment de quoi je parle. Et on a donc tout au bout, au nord donc de cette cité, le palais impérial. Et à droite, donc dans les deux images de droite en haut,
Et en bas du titre, je vous ai mis des reconstitutions 3D digitales qui sont réalisées donc par les spécialistes de nos jours. Donc il y en a une multitude, vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. On a des reconstitutions de la ville, donc de Chang'an à cette époque, et certaines d'entre elles évidemment parmi ces reconstitutions, vous pouvez en trouver qui sont animées. Donc concernant cette ville, donc toujours pour vous donner quelques échelles de valeur, donc la ville occupait une superficie de 87 km². Elle était entourée par une muraille en terre damée, c'est encore très classique pour les villes chinoises de cette époque. Elle comprenait, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus d'1 million d'habitants, voire même 2 millions si on inclut donc les habitants des faubourgs, donc les habitants à l'extérieur de la cité. Et donc, il s'agissait de la ville la plus peuplée au monde. Donc, la ville peuplée au monde, c'est-à-dire encore plus peuplée que d'autres grandes cités de la même époque, comme Bagdad ou encore Byzance. Quant au palais impérial, que vous voyez donc tout au nord de la ville, il occupait une superficie 3 fois supérieure à la cité interdite actuelle. Donc, la cité interdite de Pékin, que vous avez peut-être visité pour certains d'entre vous, que vous allez visiter, et qui est pourtant, donc, vous le savez, déjà assez monumental. Et le palais impérial, donc, faisait 3 fois également la taille de Versailles. Versailles, vous connaissez tous. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur cette capitale, c'est qu'elle abritait, donc, en dehors de ce palais impérial, des marchés, évidemment, des marchés directement contrôlés par le pouvoir impérial, mais également de nombreux édifices religieux, notamment une centaine de monastères bouddhistes, une quarantaine d'abbayes taoïstes, donc taoïste, une religion chinoise autochtone, pourrait-on dire, et encore des dizaines d'églises et de temples, donc rattachés aux autres religions, telles que les religions zoroastriennes et nestoriennes, donc le christianisme oriental. Mais malheureusement, donc, et c'est bien ce qui est un peu, ce dont on peut se lamenter dans une certaine mesure, bien sûr, en Chine, c'est que beaucoup de vestiges, la majorité de ces vestiges ont disparu. Et pourquoi, en fait? Parce que l'architecture, traditionnellement en Chine, était essentiellement construite en bois. Donc le bois peut être solide, évidemment, il peut avoir ses avantages au niveau de l'isolation, on le sait, c'est un problème actuel, mais le problème avec le bois, bien sûr, c'est qu'une fois qu'un incendie se déclenche, tout part en fumée très rapidement. Donc en fait, on a seulement 2 vestiges dans la ville de Xi'an actuelle qui datent de la période des Tang. On a, c'est ce que vous voyez ici à gauche, la petite pagode de l'Oie sauvage, donc construite entre 707 et 709 de notre ère, qui a été donc évidemment restaurée au cours des siècles. Et on a à droite la grande pagode de l'Oie sauvage, construite en 652 pour la première fois et reconstruite parce qu'elle avait été détruite en partie, endommagée en partie en 704. Donc les noms petite pagode et grande pagode portent un peu à confusion. Vous devinez que la grande pagode est plus grande que la petite, mais en réalité la petite mesure environ 45 mètres de hauteur, tandis que la grande mesure plus de 50 mètres. Donc la différence de taille entre les deux n'est pas si importante que cela. Donc là, il s'agit donc des 2 seuls vestiges de la civilisation de l'époque des Tang qu'on peut encore visiter dans la ville de Xi'an actuelle. Mais bon, ça fait quelque temps pour ma part que je n'ai pas été à Xi'an, mais j'ai des amis qui vivent là-bas et qui m'expliquent que justement ces dernières années, il y a beaucoup de projets en fait de mise en valeur de cette ville, donc mise en valeur de son patrimoine historique et culturel. Et en fait, il y a énormément de parcours dans les musées qu'on peut visiter et qui cherchent un peu à remettre en mémoire donc les vestiges, le patrimoine de cette époque. Donc évidemment, c'est une ville qu'il faut visiter. Et il s'agit d'une ville en fait qui a une histoire de 2500 ans, donc qui est loin qui n'a pas du tout commencé, qui ne s'est pas arrêté à l'époque des Tang. Donc je passe à un aspect qui est un peu lié à ce dont je viens de parler. Donc qui dit ville, développement des villes dit développement commercial. Et en fait, donc, les villes
chinoises à cette époque, les plus importantes d'entre elles, ont eu un développement commercial très important et un développement commercial qui a beaucoup reposé, en fait, sur l'artisanat. Donc, c'est-à-dire qu'à cette époque, en Chine, se développe un artisanat, donc, qui n'est pas seulement, qui est destiné, donc, aux échanges commerciaux. Donc, il ne s'agit pas uniquement de pièces de la vie quotidienne à visée utilitaire. On a vraiment une très forte production qui se développe, donc, avec des pièces. Vous pouvez le voir avec celles que je vous ai mises à l'écran, donc des pièces d'ordre artistique, tout simplement à visée décorative. Donc, l'artisanat se développe intensément à cette époque, de nouvelles modes, en fait, se développent, de nouveaux types de céramiques sont inventés. Et la plus connue d'entre elles, donc la technique la plus connue d'entre elles, c'est la technique donc des céramiques aux 3 couleurs. Donc, je mets 3 couleurs entre guillemets parce que c'est le terme chinois que je traduis. Donc, cette céramique aux 3 couleurs, quelle est sa particularité? Il s'agit d'une céramique qui est confectionnée, dans une argile claire et cuite à basse température et à laquelle on ajoute donc des pigments minéraux, donc les 3 fameuses couleurs. Donc, en réalité, on a beaucoup de pièces où il n'y a que 2 couleurs qui sont utilisées, mais de manière conventionnelle, on appelle ça la technique aux 3 couleurs. Et donc, là, alors si vous ne voyez pas ma flèche, donc je vous demande de me suivre, s'il vous plaît. On a donc avec les 2 images à gauche, donc le cheval et le petit plat en bas à gauche. Ensuite, les 2 pièces du milieu, donc à gauche, la musicienne, très probablement une chanteuse musicienne, et au centre un guerrier. Donc là, il s'agit de pièces chinoises qui ont été produites en Chine à l'époque des Tang. Donc il s'agit de pièces somme toute très caractéristiques. Les Tang aimaient beaucoup les chevaux. On retrouve énormément de représentations de chevaux à cette époque. Tout ce qui est vaisselle, évidemment, était très, il y avait une forte demande, donc aussi bien à l'intérieur qu'extérieur. Donc les Tang ont énormément produit à ce niveau-là. Et donc vous le voyez, avec cette pièce-là, la pièce donc tout en bas à gauche, on a des motifs qui sont clairement d'inspiration iranienne. Donc ces motifs floraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a donc également des pièces figuratives qui représentent des personnages. On en a aussi en très grand nombre. Donc là, il s'agit de pièces typiques de l'art des Tang à cette époque. Et en fait, ce que j'ai voulu vous mettre en évidence avec les 2 photos de droite, donc la céramique tout en haut à droite et le plat tout en bas à droite, c'est que cette technique des 3 couleurs a traversé en fait à dépasser les frontières de la Chine. Donc, cette technique, en fait, s'est transmise le long de des routes de la soie et elle a fini, en fait, par atteindre l'Europe. Donc, c'est ce que vous voyez avec la céramique en haut à droite qui a été produite à Chypre, donc sur l'île de Chypre, au XIVe siècle de notre ère, donc 700 ans après la fondation de la dynastie Tang, ou encore donc ce plat en bas à droite, donc le plat aux 3 couleurs, qui a été produit en Italie au XVe siècle, donc un peu plus tard, donc à la période au début de la Renaissance. Donc vous voyez à quel point justement, donc encore une fois, l'influence des Tang, de la culture des Tang, a perduré donc à travers les siècles et à travers l'espace. C'est ça qui est encore plus intéressant. Ensuite, je vous ai mis toujours, mais vous verrez encore d'autres pièces si vous lorsque vous irez visiter l'exposition. L'art des Tang est également très réputé pour tout ce qui est de l'ordre de la métallurgie. On a beaucoup de pièces en or et en argent. Donc, c'est quelques exemples que je vous ai mis ici. Donc, en haut à gauche, vous voyez des épingles pour les cheveux. Donc, ça représente la sophistication, des dames de cette époque. Ensuite, en bas à gauche, il s'agit d'un miroir en bronze, donc très bien avec une ornementation extrêmement élaborée, vous le voyez. Ensuite, à droite, donc au milieu, il s'agit d'un vase qui reprend la forme d'une sacoche, en fait. Ensuite, en argent, à droite, vous avez un bol en or et en bas, vous avez une ornementation
donc qui représente deux chevaux ailés en or. Et là, ce qui est intéressant avec ces 3 dernières pièces que je vous ai montrées, c'est que il s'agit clairement en fait de pièces. On sait qu'il s'agit de pièces qui ont été produites en Chine, mais qui témoignent clairement d'influence extérieure, donc de ce qu'on appelle globalement l'art des steppes, donc l'art des steppes donc eurasiatiques, nord-asiatiques, donc les terres qui ont donné naissance à des peuples comme ceux qu'on appelle les turco-mongols, donc les ancêtres des Turcs actuels, les ancêtres des Mongols actuels, etc., qui ont une histoire intimement liée à celle de la Chine. Donc c'est ce que vous voyez avec la pièce qui représente les 2 chevaux en bas à droite. C'est ce que vous voyez également avec la pièce en argent tout au centre. Et de l'autre côté, on a aussi clairement des influences d'art d'Asie centrale avec le bol en haut à droite. Donc voilà pour un aperçu de l'art des Tang, mais il y aura encore énormément de pièces à montrer. Vous aurez bien l'occasion d'en découvrir d'autres. Donc toutes ces pièces sont traversées, vous l'avez bien compris, le long des routes commerciales. Donc il s'agit d'un réseau commercial international, mais évidemment d'un réseau commercial très intense à l'intérieur de la Chine, donc notamment via les canaux en fait qui traversaient la Chine à cette époque. Donc on a notamment un grand canal qui avait été construit en fait avant l'époque des Tang, mais dont les Tang ont hérité, et qui permettait, vous le voyez, de relier la Chine du Nord à la Chine du Sud, et donc de faire circuler les pièces artisanales, mais aussi évidemment, vous l'imaginez bien, les denrées alimentaires. Et bien entendu, qui dit commerce, dit également administration. Et donc, l'empire des Tang, à ce niveau-là, reposait sur une administration très efficace, qui était composée principalement de ceux qu'on appelle les lettrés fonctionnaires, qui étaient recrutés par concours, donc les fameux concours de recrutement mandarinaux. Et donc, la mission principale de ces lettrés fonctionnaires était évidemment de faire fonctionner l'administration de l'Empire et donc de faire le lien entre la population et la cour impériale. Donc, pour vous donner un exemple très concret, ces fonctionnaires étaient par exemple chargés d'acheter le grain lorsque les cours sont bas, lorsque les cours étaient bas, et de les revendre à bas prix lorsque les cours étaient hauts, étaient élevés. Et donc, ceci permettait de réguler l'inflation et d'éviter les famines. Donc, voilà l'une des missions qui pouvaient être données à ces lettrés fonctionnaires. C'était également eux, bien sûr, qui étaient chargés de prélever les impôts, d'organiser les corvées, parce que la population imposable devait accorder quelques jours dans l'année pour effectuer des corvées, donc pour le service impérial. Et les lettrés fonctionnaires étaient également chargés de gérer les bénéfices tirés des monopoles. Donc, les souverains Tang avaient le pouvoir impérial, détenaient plusieurs monopoles, le sel avant tout. Donc, la plus grande partie des revenus des souverains à cette époque venaient du monopole sur le sel, denrée extrêmement coûteuse à cette époque, vous le savez. Et ils avaient également un monopole. Ils ont établi un monopole un peu plus tard, au cours de la dynastie, sur le thé et sur le fer. Et sur le thé, j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que évidemment aujourd'hui on associe énormément le thé à l'Asie orientale, à la culture chinoise évidemment, à la culture du Japon aussi. Et en fait, c'est à l'époque des Tang que le thé s'est généralisé au sein de la population, c'est-à-dire que les Chinois se sont mis tous les Chinois évidemment, ceux qui avaient certains moyens, se sont mis à boire du thé de façon très régulière. Donc la culture du thé s'est vraiment développée à l'époque des Tang. J'avance un peu dans ma présentation parce que je m'aperçois que je suis en retard. Donc un point important au niveau pour ce qui est de la société des Tang, c'est que cette période est connue pour avoir été très favorable pour les femmes. Donc, il s'agit d'un thème très actuel, donc je pense que ça vaut le coup d'en parler pendant quelques minutes. Et donc cette période, cette atmosphère favorable aux femmes est marquée par plusieurs phénomènes, et le plus connu d'entre eux
et le règne de l'impératrice Wu Zetian. Donc vous avez les dates de naissance et de mort qui s'affichent ici. Et en fait, cette impératrice est extrêmement connue encore aujourd'hui par tous les Chinois, parce qu'en fait, il s'agit de la seule et unique femme dans l'ensemble de l'histoire chinoise qui a exercé en tant qu'impératrice. Donc, je dis bien impératrice de manière plénière, pas impératrice régente. Donc, c'était le souverain de la Chine. Donc, elle a fondé sa propre dynastie. En fait, elle a créé une sorte d'intermède au milieu de la dynastie Tang, donc à la fin du 7e siècle. Elle a pris le pouvoir, elle a fondé sa propre dynastie et elle a régné ainsi pendant 15 ans, de 690 à 705 pour ceux qui veulent les dates. Elle a ensuite abdiqué et les Tang ont restauré leur dynastie. Donc il s'agit d'un épisode absolument unique dans l'histoire chinoise et en fait, très clairement, pour qu'une femme puisse accéder au plus haut rang au sein de l'Empire, il fallait en fait que quelque part, même si ce n'a pas été facile, que la société de l'époque, la culture de l'époque le permette. Et clairement, cela a été le cas. Donc, on a effectivement dans les sources historiques un tas d'histoires qui nous renseignent sur la vie des femmes à l'époque des Tang. Et en fait, en dehors de cette impératrice qui a marqué l'histoire, on sait que d'autres impératrices régentes ou encore d'autres princesses ont exercé une très grande influence au sein de la cour. On sait également que donc les dames de l'élite, évidemment, avaient une vie très très libre en réalité, probablement plus libre que dans d'autres endroits du monde à cette époque. C'est ce que vous voyez avec les représentations ici. Donc les dames de l'élite pouvaient monter à cheval, jouer au polo, c'est ce que vous voyez avec les deux statuettes en haut à droite. Elles pouvaient donc se réunir. Donc là, au centre, tout en bas, vous voyez en fait une réunion de dames musiciennes, chanteuses, probablement des courtisanes en réalité. Parce qu'en fait, les courtisanes à l'époque des Tang avaient en fait de fait un statut assez important parce que c'était elles qui participaient aux banquets, elles les supervisaient, elles les organisaient et elles les animaient. Donc elles menaient même des joutes verbales avec les hommes qui participaient à ces banquets. Et beaucoup de courtisanes de cette époque sont connues pour avoir été de grandes compositrices de poèmes, de morceaux de musique, etc. Donc la société des Tang, en fait, est une société, au-delà de cette question des femmes, très plurielle, diverse et plurielle, avec un esprit, on dirait aujourd'hui, assez libéral, c'est-à-dire avec un sens de l'individualité assez prononcé. C'est-à-dire qu'on voit clairement à travers l'art et à travers les sources textuelles qu'il y avait une possibilité relative pour les femmes et pour les hommes de cette époque. Donc, je dis bien relative parce qu'il s'agissait des gens de l'élite, évidemment, vous l'imaginez bien. Il y avait la possibilité donc de mener une vie, hors d'un certain carcan prédéfini. Donc, les femmes pouvaient, vous voyez, mener diverses vies. Donc là, je vous ai pas mis de représentation, mais on a également beaucoup d'histoires de femmes qui ont décidé donc de ne pas se marier, avoir de famille et qui sont entrées dans la prêtrise en devenant donc prêtresses taoïstes ou encore nonnes bouddhistes. On a eu beaucoup de biographies éminentes à ce sujet. Ensuite, je vais terminer rapidement avec donc le domaine, ce qui relève du domaine des lettres et des arts. Donc, il y a à l'époque des Tang un essor considérable des lettres à la faveur de l'invention de l'impression au bloc de bois. Donc, une technique d'impression qui est l'équivalent, grosso modo, de la xylographie en Europe et qui permet donc de rendre les écrits accessibles à de plus grandes audiences. Et donc, entre parenthèses, la technique de la fabrication du papier, là je vous ai mis un exemple donc du plus ancien livre imprimé sur papier découvert à ce jour. Cette technique de la fabrication du papier aurait justement été transmise de la Chine vers le reste du monde à l'époque des Tang, semblerait-il par l'intermédiaire des Arabes lors d'une bataille qui a confronté les Arabes aux Chinois au milieu du 8e siècle. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus et donc, je vous parlais de splendeur des lettres et des arts. La période des Tang est extrêmement connue donc pour sa production poétique. Donc, on aurait près de 50 000 poèmes qui auraient été composés par d'éminents
poètes de cette période. Donc, je vous ai mis ici les 3 plus grands noms qu'on retient, hein, qu'on a tendance à associer dans la culture chinoise actuelle, Wang Wei, Li Pai et Tu Fu. Donc, les plus grands noms de la poésie à cette époque. Donc, des lettrés poètes qui, donc, à travers leurs poèmes, et je vous invite à ce niveau-là à lire les traductions, les ouvrages de François Chung, hein, qui sont très bien écrits et qui présentent très bien le sujet, et qui, en fait, nous renseignent énormément donc sur la culture, hein, la mentalité, la pensée à cette époque. Et en corollaire de l'art de la poésie, l'époque des Tang a également vu se développer l'art de la calligraphie. Donc, on a également d'éminents noms dont on a gardé souvenir à cette époque, dont les 3 que je vous ai mis ici à l'écran. Et donc, l'art de la calligraphie, hein, aujourd'hui, est vraiment très associé à la culture chinoise. Mais en fait, on doit son plein développement, son très grand développement à l'époque des Tang. Donc, ça date vraiment de cette époque. Et donc, c'est à cette époque que se sont développés différents styles, hein. Je vous ai mis des exemples ici. Donc, un style très régulier à gauche, que vous voyez sur fond noir, ou un style beaucoup plus, un style cursif, hein, on appelle ça le style cursif, beaucoup plus, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus avec beaucoup plus d'énergie. En fait, c'est ce que vous voyez donc avec à droite. Et donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas tout le monde, hein, y compris parmi les Chinois d'aujourd'hui, qui peut lire les caractères qui sont inscrits ici à droite. On a l'impression que ça ressemble à un gros brouillon, hein, quand on n'y connaît rien. Mais les connaisseurs, évidemment, savent qu'il ne s'agit pas de cela. Et donc toujours pour accompagner donc dans ce même cadre avec l'essor de la poésie et de la calligraphie, l'époque des Tang est connue pour son développement de la peinture. Je vous ai mis un exemple ici et pareil, je vous ai donné 3 grands noms dont on a gardé mémoire. Donc une peinture, hein, qui est très 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 figurative en fait, hein, qui n'est pas très abstraite. Vous voyez, on représente les personnages dans le détail. C'est ce que vous voyez également donc sur les images que je vous montre. Donc c'est pour beaucoup donc des peintures qui étaient réalisées donc pour la cour, hein, pour l'empereur. Donc encore une fois, donc les femmes sont très représentées dans cette peinture. Là, vous les voyez encore montées à cheval, accompagnées d'hommes, probablement de gardiens vu leurs vêtements. Vous les voyez également s'affairer à d'autres occupations en bas à gauche. Et donc, ce qui est assez marquant avec cette peinture des Tang, c'est qu'elle est plutôt réaliste en réalité. Ensuite, dernier point pour les développements des arts, l'époque des Tang est également une grande période pour les arts bouddhiques. Donc, le bouddhisme a pénétré bien plus tôt en Chine, hein. Le bouddhisme, à l'époque des Tang, est déjà, en fait, intégré, en partie assimilé depuis 3 ou 4 siècles. Intégré, en fait, il s'est vraiment assimilé à l'époque des Tang. Et l'époque des Tang est donc une grande période de développement pour le bouddhisme. Donc, un bouddhisme qui devient, comme on le dit à cette époque, proprement sinisé. En fait, il fait vraiment corps, il commence à faire corps avec la culture chinoise à cette époque, et c'est ce que reflète évidemment l'art, dont je vous laisse admirer quelques exemples ici. Donc deux peintures murales en fait, à gauche et à droite. Donc une peinture de Bodhisattva, pour ceux qui connaissent, à gauche, et à droite donc une peinture donc d'une figure de Bouddha avec des exemples donc d'architecture de monastère à droite. Et pour finir sur la bouddhique, en dehors des peintures, on a également beaucoup de vestiges qui sont des statues de Bouddha de diverses tailles, en pierre ou bien sinon en or, c'est ce que vous voyez avec l'image au centre. Et bien sûr, je pense que certains d'entre vous ont déjà visité les fameuses grottes bouddhiques au nord-ouest de la Chine, qui donc sont des statues monumentales, hein, des statues en haut relief, qui ont été en fait, dont une bonne partie, et c'est notamment le cas de celle que je vous montre en bas de l'image, ont été sculptées à l'époque de l'impératrice Wu Zetian, donc celle qui a régné à la fin du 7e siècle de notre ère. Donc une intense floraison pour les arts bouddhiques en Chine à cette époque. Je vais maintenant donc conclure. Donc, je le redis encore, l'héritage des Tang, donc la culture des Tang représente l'âge d'or de la Chine classique.
L'influence de cette culture a perduré durant les siècles suivants en Chine même, évidemment. Donc la Chine des Tang, en fait, on considère qu'il s'agit de la fin de la période médiévale chinoise qui précède l'ère prémoderne. L'influence des Tang est durable donc en Chine, mais également à l'extérieur, en Asie centrale, en Asie orientale. La culture et les arts des Tang ont influencé les cultures donc des contrées d'Asie centrale, mais aussi celles du Tibet, du Népal, ainsi que la Corée, mais aussi et peut-être surtout le Japon, car en fait la culture, les Japonais donc se sont vraiment en fait calqués, et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est pas les Chinois qui le disent, se sont calqués sur le modèle de la Chine des Tang. Pour ceux qui connaissent la ville de Kyoto, elle a été construite en fait sur le modèle de Chang'an à cette époque. Au niveau institutionnel, administration, de tout ce qui relève de l'administration, de la loi également, le code des lois, tout ce qui a été instauré du point de vue administratif et institutionnel a été calqué sur le modèle des Tang, donc au Japon à cette époque. Et donc vraiment, c'est à ce titre, c'est pour cette raison que la culture des Tang mérite absolument d'être connue. Et pour finir, donc un signe selon moi, de ce rayonnement à travers les siècles, c'est que le mot Tang, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, est encore utilisé donc par les Chinois, en Chine même, également par les Chinois d'outre-mer ou aussi par les Japonais, pour, en fait, le mot Tang est synonyme de chinois. Donc, les fameux Chinatown qu'on retrouve partout dans le monde, en fait, sont appelés, au sein des communautés chinoises d'outre-mer, rue des gens des Tang. Donc, c'est le fait qu'on emploie encore aujourd'hui, donc en Chine, dans les communautés chinoises d'outre-mer ou encore au Japon, le mot des Tang comme synonyme de Chine, montre évidemment donc le souvenir très 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 profond que cette période a laissé dans l'esprit de tous. J'en ai terminé ici et je vous remercie tous pour votre attention et je passe la parole à Estelle. Eh bien, merci Laetitia pour cette conférence très très enrichissante et ça nous donne envie d'aller voir le musée avec la visite qu'on vous propose le 3 février. Et tous nos voyages présentés aussi par Vanessa tout à l'heure. Ah bah oui, plusieurs des circuits clairement en fait permettent de faire la connexion avec ce que j'ai présenté. Vous avez le circuit qui où les visites la route de la soie évidemment. Je ne sais pas si c'est dans celui-ci que les grottes, la visite des grottes est Mogao, c'est celle de Mogao. Ah oui, Mogao, ouais. Il y a Loukmen aussi, je pense. Voilà. Ah oui, donc circulaire, par contre, c'est dans Grand Connaissance de la Chine. D'accord, oui, donc plusieurs circuits. Il y a beaucoup de circuits, forcément, ouais. Où on retrouve effectivement beaucoup d'œuvres de l'époque des Tang. Donc vous pouvez retrouver toutes ces passionnantes informations, soit dans la visite à Paris, du coup, lundi prochain, ou alors dans tous nos voyages accompagnés par nos conférenciers qui sont tout aussi passionnants que Laetitia. Donc, c'était un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. Je vois qu'on a beaucoup de merci aussi. Merci à vous. Si vous avez, si certains d'entre vous ont des questions, que ce soit des questions sur la conférence ou sur les voyages, on pourra vous répondre. N'hésitez pas. À approfondir, oui, je suis bien d'accord, parce que il s'agit, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu, ça a été un peu dense de résumer tout cela en 1 heure, mais parce qu'il y a encore énormément de choses à dire et à découvrir à ce sujet. Je vous mets le lien donc de la visite pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire, et de toute façon vous recevrez comme d'habitude le mail avec toute la récapitulation des voyages présentés lors de cette conférence. Donc, n'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui pose la question, France donnait, comment cette époque s'est-elle terminée? Oui, c'est une question très, très pertinente parce que j'ai présenté, bien sûr, je n'ai pas pu en fait faire un aperçu historique, précis de cette période, mais en fait, elle s'est terminée, j'ai envie de dire comme à peu près toutes les périodes dynastiques en Chine, par une période assez relativement longue de déliquescence dont on voit les traces en fait à partir d'un événement qui a, une révolte interne qui s'est produite au milieu du 8e siècle
en Chine, donc une révolte qui a vraiment menacé le pouvoir chinois. Donc le pouvoir chinois a mis beaucoup de temps en fait à reprendre le contrôle sur les territoires chinois à cette époque. Et en fait, cet événement a ouvert la brèche à d'autres bouleversements, c'est-à-dire que pendant le siècle qui a suivi, donc de la fin du 8e siècle tout au long du 9e siècle, les pouvoirs des chefs locaux, si vous voulez, des généraux locaux, donc ont commencé à gagner, comment dire, à exercer davantage de prérogatives, à croître leur indépendance et donc forcément à être moins, comment dire, à montrer moins d'obéissance envers le pouvoir chinois. Donc le pouvoir chinois des Tang s'est délité de cette manière. Il a peu à peu perdu le contrôle sur ces territoires au profit donc pourrait-on dire, de chefs, de seigneurs locaux. Donc c'est à peu près toujours le même schéma qui se reproduit avec les dynasties chinoises, parce qu'en fait, vous le voyez sur la carte, c'est évident, pour tenir un tel empire, évidemment, cela nécessite de reposer sur une administration, sur un pouvoir militaire également, évidemment, et sur des institutions extrêmement solides. Et dès que le pouvoir central commence à perdre la main dessus, tout devient plus compliqué et ça crée une sorte d'effet boule de neige. Donc le pouvoir, la dynastie Tang s'est terminée ainsi. Elle a fini par être renversée par des seigneurs locaux et dont un en fait a pris le pouvoir et a fondé sa propre dynastie. Mais en fait, d'autres dynasties en parallèle sont nées. Et en fait, juste après les Tang, on a une nouvelle période de division de moins d'un siècle, relativement courte à l'échelle de l'histoire de la Chine. Et ensuite, c'est encore une autre dynastie qui va à nouveau reprendre le contrôle de l'intégralité de la Chine historique. Donc la dynastie Song, pour ceux qui connaissent le nom. Eh ben, merci pour cette précision. Je pourrais en parler pendant des heures, vous vous rendez compte. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, que ce soit sur les voyages ou sur la Chine des Tang. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.